l'Assemblée. Je voudrais remercier le chef du gouvernement de la principauté d'Andorre. L'Assemblée va maintenant entendre une allocution de son Excellence Mohamed Younous, principal conseiller du gouvernement du Bangladesh. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence. Elle invite à prendre la parole. Au nom de Dieu clément et miséricordieux, félicitations, Monsieur le Président, pour votre élection à la présidence de l'Assemblée générale des Nations unies. Vous pouvez compter sur toute la coopération de la délégation du Bangladesh au cours de la présente session. J'aimerais également déclarer publiquement que je suis reconnaissant au secrétaire général Antonio Gutiérrez pour son engagement sans faille à la tête de l'organisation face aux défis mondiaux. J'aimerais saluer la convocation du sommet de l'avenir sous sa houlette. C'est grâce à cette vision que ce sommet a eu lieu. Le pacte pour l'avenir et la déclaration sur les générations futures devraient servir de guide pour concrétiser nos aspirations communes et pour repenser la coopération pour la postérité. Si je me tiens devant vous aujourd'hui dans ce Parlement des Nations, c'est grâce à une transformation majeure dont le Bangladesh a été témoin au mois de juillet et au mois d'août dernier. Le pouvoir du commun des mortels, des personnes ordinaires, et notamment de nos jeunes, a été reconquis. Ainsi, notre nation a l'occasion de procéder à une refonte de ses systèmes et institutions grâce à un soulèvement emmené par les étudiants et les jeunes qui visaient initialement à mettre fin à la discrimination. Mais ce mouvement a rapidement évolué en un mouvement véritablement populaire contre l'autocratie, l'oppression, la discrimination, l'injustice, la corruption. Ce mouvement s'est déployé dans les rues et en ligne. Notre peuple, et surtout les jeunes, ont ainsi arraché leur indépendance à un régime non démocratique, autocrate. C'est grâce à leur détermination exceptionnelle que cela a été possible. Cette détermination collective devrait définir le Bangladesh de l'avenir et valoir à notre nation le statut d'État responsable dans le concert des nations. Le mouvement que j'évoque a rassemblé des personnes longtemps exclues en politique et en développement, qui ont demandé de partager la prospérité du pays, à la rendre inclusive. Ils n'aspiraient qu'à une démocratie
juste, ouverte, une démocratie qui fonctionne, tout compte fait. Et c'est pour cette démocratie, pour la voir éclore, que ces nouvelles générations ont consenti le sacrifice ultime. Nous avons été émus par la sagesse, le courage et la conviction de nos jeunes face aux balles, torse nu, face au danger. Des jeunes filles se sont exprimées contre le pouvoir illégitime de l'État. Des écoliers ont perdu la vie dans ce mouvement. Des centaines d'autres ont perdu la vue pour toujours. Des mères, des travailleurs, des ouvriers et toutes sortes d'autres personnes ont laissé leurs enfants réaliser ce rêve, défiant la peur et la pluie. Tous ces gens se sont révoltés contre l'appareil d'État et sa malveillance. Ils ont fait prévaloir la vérité et les aspirations justes qu'ils revendiquaient depuis des années. Le mouvement populaire que j'évoque a aussi laissé derrière lui 800 martyrs aux mains d'un régime autocratique. Le Bangladesh est né de notre conviction profonde, de la conviction profonde de son peuple dans le libéralisme et le pluralisme et le sécularisme. Des décennies plus tard, notre nouvelle génération, la génération Z comme on l'appelle, réimagine les valeurs qu'incarne le peuple du Bangladesh depuis 1971. Notre peuple continue de défendre, comme il l'a fait en 1952, notre langue maternelle, le bengali. Cette révolution de la mousson, dont nous avons été témoins au Bangladesh, s'est étendue sur plusieurs semaines. Elle est source d'inspiration pour plusieurs communautés et pays qui aspirent à la liberté et à la justice. J'appelle donc la communauté internationale à travailler main dans la main avec le nouveau Bangladesh pour réaliser la liberté et la démocratie partout. Nos jeunes et notre peuple m'a confié à moi et mes collègues du Conseil des responsabilités colossales, notamment la reconstruction d'un appareil d'État en décomposition. Lorsque nous avons pris nos fonctions, nous avons découvert, et c'était un choc pour nous tous, combien la corruption était endémique, alors que l'on nous vendait une démocratie qui fonctionne. C'était une véritable farce, les institutions étaient politisées, les caisses de l'État étaient réduites à néant, les oligarques et les quelques élus sont accaparés toutes les richesses du pays, ont amassé des fortunes colossales. Et tout cela au défi de la justice, de la morale, de la déontologie la plus élémentaire. Dans ces circonstances, on nous a demandé de reconstruire le pays et de le redonner à son peuple, de rectifier les maux du passé, de guérir ses plaies et de bâtir aussi une économie concurrentielle et agile, une société juste. Tous les partis politiques sont aujourd'hui libres d'exprimer leur avis. Le scénario a complètement changé. La priorité pour nous est de faire en sorte que tous ceux qui occupent des postes publics, toutes les institutions rendent des comptes pour leurs décisions et leurs actions. Nous sommes déterminés à promouvoir et à protéger les droits fondamentaux, laisser tout un chacun s'exprimer en liberté, se réunir sans crainte, sans inhibition, de voter librement. Nous allons également privilégier l'indépendance du système judiciaire, la liberté de la presse, notamment dans le domaine cyber, donc sur Internet, pour que l'enfant de l'agriculteur ou de l'ouvrier puisse
gravir les échelons de la société. Nous allons investir massivement dans l'éducation et la santé et renoncer aux projets pharaoniques en matière d'infrastructures qui ne sont pas la priorité aujourd'hui. Nous voulons également faire en sorte que la gouvernance soit responsable dans tous les secteurs. Notre gouvernement respectera également tous les instruments internationaux, régionaux et bilatéraux qui s'appliquent à nous. Le Bangladesh continuera d'être un fervent défenseur du multilatéralisme, notamment ici aux Nations Unies. Nous sommes un pays ouvert, nous voulons avoir des relations amicales avec tous les pays, des relations fondées sur le respect mutuel, dans la dignité et pour promouvoir nos intérêts communs avec fierté. En quelques semaines seulement, 7 précisément, mon gouvernement a déjà pris des mesures importantes. Le commissaire aux droits de l'homme a déployé une mission d'établissement des faits pour faire toute la lumière sur les exactions et violations des droits humains flagrantes commises pendant le déploiement de ce mouvement populaire dont je vous parlais. La mission a déjà commencé ses travaux sur le terrain et j'aimerais remercier le haut-commissaire Volker Turk pour ses efforts en ce sens. Nous avons également adhéré à la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, 2 semaines à peine après avoir pris nos fonctions. La législation nationale requise sera bientôt promulguée afin que la Convention soit appliquée le plus tôt possible. Une commission d'enquête a déjà été mise en place pour établir la vérité sur toutes les affaires de disparition forcée signalées au cours des 15 dernières années. Et afin de rétablir la confiance du peuple pour que le passé tragique que nous avons connu ne se reproduise plus jamais, nous avons amorcé des réformes dans des secteurs prioritaires. Nous avons lancé des commissions indépendantes pour réformer le système électoral, la constitution, le système judiciaire, l'administration civile, le secteur juridique. Plusieurs autres commissions sont en cours de création pour réformer la presse et les médias notamment. Nous veillons aussi à prendre des mesures pour que les investisseurs se sentent à l'aise dans notre pays. Nous allons réformer les secteurs bancaires et financiers. Nous ne voulons pas que les intérêts étrangers perdent de l'argent dans notre pays. Au-delà des chiffres et des paroles, nous allons mettre en place un mécanisme solide pour que ces réformes soient pérennes et pour que les prochaines élections soient libres, régulières et participatives. J'appelle donc la communauté internationale à continuer de renforcer ses relations avec le Bangladesh pour répondre aux aspirations de notre peuple, aspirations à la démocratie, à l'état de droit, à l'égalité, à la prospérité, à une société démocratique, ouverte et juste. Monsieur le Président, le Bangladesh estime que le maintien de la paix et la lutte contre toute forme de conflit est au cœur du progrès. Au cours de la révolution que nous venons de connaître, nos forces armées courageuses ont encore une fois montré leur attachement à la paix. Elles se sont rangées du côté du peuple et de son aspiration à la liberté, alors que nous traversions la période la plus difficile de notre histoire. Ceci a été possible grâce à notre engagement en faveur des droits humains. Le Bangladesh est déterminé à continuer de promouvoir la paix, à la maintenir aussi. C'est ce que nous faisons au sein de la commission de consolidation de la paix notamment. Et nous entendons continuer de promouvoir et de renforcer cette contribution du Bangladesh aux opérations de maintien de la paix. En tant que 3e pays fournisseur de contingents, nous sommes présents dans 63 missions, dans 43 pays. 168 soldats de la paix bangladeshis ont déjà perdu la vie en Bosnie, au Congo et ailleurs.
les forces de défense du Bangladesh continueront néanmoins de se mobiliser dans le cadre des opérations de paix des Nations Unies, quelles que soient les difficultés auxquelles elles seront confrontées. Monsieur le Président, ce monde, cet habitat commun que nous partageons tous, a besoin d'un nouvel ensemble de priorités. Il y a bien sûr les changements climatiques qui représentent une menace existentielle pour nous tous. La vague de chaleur record que nous avons connue l'été dernier nous a rappelé combien ces changements étaient réels. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est de justice climatique afin que les choix irresponsables, l'indifférence, le dégât causé par certains donnent lieu à des conséquences. Les dégâts peuvent être irréparables sur le long terme. En effet, nous perdons notre richesse biologique, la biodiversité, de nouveaux pathogènes provoquent l'émergence de nouvelles maladies, l'agriculture est mise à rude épreuve, les ressources en eau s'épuisent, ce qui menace des habitats entiers. Il y a bien sûr la montée du niveau de la mer et l'augmentation de la salinité, ce qui détruit beaucoup d'écosystèmes. La fréquence et l'intensité des cyclones ne fait que s'aggraver, on ne peut pas l'ignorer. Les risques climatiques frappent de plein fouet nos petits exploitants. À l'heure où je vous parle, plus de 5 millions de personnes subissent les conséquences d'inondations catastrophiques à l'est du Bangladesh. Le secrétaire général nous l'a montré, dans l'état actuel des choses, le monde devrait se réchauffer considérablement. Le scénario que nous envisageons, si rien ne change, est d'une augmentation des températures de 2,7 degrés Celsius. J'exhorte donc tout un chacun à investir dans l'adaptation climatique, surtout dans des pays vulnérables face au changement climatique, comme le Bangladesh. Il est d'autant plus crucial de mettre sur pied le fonds pertes et préjudices en mobilisant des solutions novatrices et des financements complémentaires. Il faut également garantir l'accès aux technologies et renforcer les capacités de ceux qui n'ont pas les moyens. Il faut garantir l'accès à des technologies qui peuvent sauver des vies en matière d'agriculture, d'accès à l'eau, de santé publique. On peut en effet, grâce à des solutions modestes ou grâce à des innovations, sauver des millions de personnes vulnérables. S'attaquer à la crise climatique va de pair avec le rétablissement et l'assainissement de l'économie mondiale. On parle beaucoup de décarbonation, mais pour que cette transition soit bénéfique à la majorité de la population mondiale, cette vision doit se concrétiser dans des pays comme le Bangladesh également. Sinon, nous risquons de ne pas arriver à notre objectif, celui d'une prospérité partagée à travers une responsabilité partagée. Le monde a besoin du 3-0, d'une vision commune pour que ces 3 zéros deviennent réalité. 0 pauvreté, 0 chômage et 0 émission de carbone. Lorsqu'un jeune, n'importe où dans le monde, aura toutes les chances, non pas en tant que une personne qui cherche un emploi, mais en tant qu'entrepreneur, lorsque ce jeune pourra mobiliser toute sa créativité, lorsqu'un entrepreneur pourra trouver un équilibre entre avantages sociaux et économiques et responsabilités vis-à-vis de la nature, lorsque les entreprises pourront aider les individus à aller au-delà du consumérisme pur pour catalyser une transformation économique et sociale authentique.
Notre époque exige un changement d'attitude, l'émergence de nouvelles valeurs, de nouveaux pactes dans toutes les communautés, dans tous les pays, aussi bien dans les pays développés que dans les pays en développement. Si nous voulons rectifier le tir, vraiment, le système des Nations Unies, les gouvernements nationaux, les collectivités locales, les ONG, les entreprises, les organisations caritatives, tous doivent marcher dans la même direction. Si nous acceptons cela, si nous l'intégrons dans nos structures économiques, nous pouvons vraiment changer la donne pour une bonne moitié de la population dans chaque société. L'entreprise sociale a toute sa place dans nos sociétés. C'est ainsi que nous pourrons rectifier les distorsions économiques insensibles au climat dans l'économie de marché existante. J'espère que le secrétaire général Gutiérrez portera toute son attention à cette question. Dans un monde marqué par une multitude de crises, de guerres et de conflits, l'érosion des droits et la propagation des exactions inquiètent. Le génocide à Gaza se poursuit malgré les condamnations et les expressions de préoccupation qui fusent de toutes parts. La situation en Palestine ne concerne pas seulement les Arabes ou les musulmans, mais l'humanité tout entière. Ceux qui sont responsables, ceux qui se sont rendus coupables de ces crimes contre l'humanité à l'encontre du peuple palestinien doivent rendre des comptes. Le Bangladesh appelle à un cessez-le-feu immédiat et total afin de protéger le peuple palestinien contre les brutalités qui leur sont infligées, afin de protéger les femmes et les enfants. La communauté internationale, y compris l'ONU, doit agir de toute urgence pour que la solution à 2 États voie le jour, car c'est la seule qui pourra ramener la paix au Moyen-Orient de façon pérenne. Quant à la guerre en Ukraine, qui dure depuis 2 ans et demi, elle a entraîné la mort de nombreuses personnes, beaucoup trop. Cette guerre a eu des répercussions économiques profondes au Bangladesh. C'est pourquoi nous exhortons les 2 parties à ouvrir un dialogue leur permettant de régler leurs différends et mettre fin à la guerre. Monsieur le Président, le Bangladesh accueille depuis plus de 7 ans 1,2 million de Rohingyas pour motifs humanitaires. Ceci entraîne des coûts économiques, environnementaux et sociaux considérables. Cette crise se prolonge au Myanmar, ce qui nous met dans une situation extrêmement difficile. Les risques sont nombreux. Et les difficultés sont multiples. Nous restons néanmoins déterminés à venir en aide aux personnes déplacées de force, ces Rohingyas qui viennent du Myanmar et que nous accueillons mais la communauté internationale doit nous aider à mener les opérations humanitaires. L'objectif à terme est de garantir le rapatriement en toute sécurité de ces communautés. Il était également tout aussi important de rendre justice à tous ceux qui ont subi des violations de leurs droits humains. Il existe en effet des processus de reddition de comptes au sein de la CIJ et de la CPI. Il faut les actionner. Nous nous félicitons également des efforts déployés par le secrétaire général et le système des Nations Unies en vue de créer un environnement propice au retour des Rohingyas chez eux.
afin qu'ils puissent rentrer sur leur terre natale, dans leur terre natale, dans l'État Rakhine, en toute sécurité et jouissant pleinement de leurs droits. Monsieur le Président, la paix et la sécurité ne seront jamais réalisées en l'absence de liberté politique et sans l'émancipation socio-économique des peuples. Il y a une dizaine d'années, le monde a adopté à l'unanimité le programme à l'horizon 2030, qui incarne notre espoir collectif et notre confiance dans l'avenir. Pourtant, 17% à peine des cibles ODD devraient être réalisées d'ici à 2030. Il est clair que de nombreux pays en développement risquent d'être laissés pour compte. Le déficit de financement est estimé à 2,5 à 4 000 milliards de dollars chaque année. Le fort endettement, la réduction des budgets, les effets négatifs des changements climatiques, tout ceci nous expose à des risques de plus en plus grands. Nous attendons avec impatience la 4e conférence internationale sur le financement du développement qui devrait nous donner des réponses à ces défis complexes et systémiques. Les institutions financières multilatérales, quant à elles, devraient laisser une place à l'entreprise sociale dans leur programme. Elles devraient répondre aux difficultés des pays à revenus faibles et promouvoir l'entrepreneuriat, encourager la créativité de l'individu. Elles doivent venir en aide aux plus démunis. La prévention des flux financiers illicites, à cet égard, mérite toute notre attention, car les pays en développement subissent les conséquences de ce phénomène. La coopération internationale devrait se renforcer pour que les avoirs volés aux pays en développement leur soient restitués. Nous espérons que la négociation d'une convention internationale, fiscale internationale s'achèvera le plus tôt possible pour que nous puissions combattre ensemble l'évasion fiscale. Monsieur le Président, les flux migratoires et la mobilité constituent une réalité inéluctable dans un monde interconnecté. En tant que pays d'origine de migrants, plus de 11 millions de personnes, de nos ressortissants, vivent à l'étranger, dans le monde entier. Mais pour que les migrations profitent à tous, il faut que celles-ci soient responsables, régulières, ordonnées et sûres. La communauté internationale doit, quant à elle, veiller au respect des droits humains et au traitement humain de tous les migrants, quel que soit leur statut migratoire. Le Bangladesh reste déterminé à pleinement mettre en œuvre le pacte mondial sur la migration, mais nous sommes également déterminés à enrayer les flux migratoires non sécurisés. Chaque année, près de 2,5 millions de Bangladeshis entrent sur le marché du travail. Les 2 tiers de notre population sont des jeunes. L'enseignement doit donc être adapté aux besoins d'aujourd'hui et de demain. Mais dans le monde d'aujourd'hui, les jeunes doivent s'adapter constamment, développer de nouvelles compétences, adopter de nouvelles attitudes. À la veille de notre reclassement de la catégorie PMA dans la catégorie de pays à revenus intermédiaires, il est vital pour nous d'accéder à la technologie. Et j'aimerais, dans ce contexte, vous parler d'intelligence artificielle. L'émergence des outils recourant à l'intelligence artificielle est absolument enthousiasmant. Nos jeunes sont très motivés et souhaitent acquérir cette technologie. Ils veulent être des citoyens du monde. Les jeunes, dans les pays comme le Bangladesh, risquent néanmoins d'être exclus à l'aune de cette transformation. C'est pourquoi le monde doit tout faire pour que le développement de l'intelligence artificielle
ne sape pas la demande de travail humain. La communauté scientifique et le monde technologique continuent d'avancer sur la voie d'une intelligence dite autonome, c'est-à-dire une intelligence artificielle qui n'a pas besoin d'intervention humaine. Mais il faut rester très prudent et anticiper les effets que cela peut avoir sur les individus, sur les sociétés aujourd'hui et demain. L'intelligence autonome doit se développer de manière responsable, sinon elle risque de représenter une menace existentielle pour nous tous. Monsieur le Président, on a besoin de formes de coopération nouvelles où les entreprises mondiales puissent s'adapter aux besoins des populations. La coopération internationale devrait permettre aux pays en développement de trouver des solutions aux problèmes de l'emploi, des problèmes socio-économiques. Grâce à nos efforts concertés, nous pouvons innover et favoriser la croissance, car le développement économique, la résilience face au climat et le développement social sont forcément des questions sur lesquelles nous devons agir ensemble. Dans ce contexte, la coopération sud-sud et triangulaire est très utile. Elle peut nous aider à répondre à nos besoins économiques et sociaux particuliers. Le Sud global doit également faire entendre sa voix. Le Sud global mérite autant d'espace et d'attention que tous les autres pays sur la scène internationale. Monsieur le Président, la pandémie de Covid a révélé toute l'importance de la santé publique et de l'investissement dans cette dernière. À l'OMS, le Bangladesh dirige les négociations qui devraient permettre de déboucher sur un traité mondial sur les pandémies. Il est important pour nous, dans ce contexte, de favoriser la coopération internationale, d'encourager un financement accru des systèmes de santé publique, ainsi que le transfert des technologies, la recherche-développement, la diversification de la production de médicaments, de vaccins et de traitements. Les vaccins doivent être considérés comme un bien commun mondial et ne devraient pas obéir aux rigueurs de la propriété intellectuelle. Il est également crucial de lutter contre le fléau des maladies non transmissibles. Cette année, nous célébrons notre partenariat avec les Nations Unies. Le Bangladesh a modestement, certes, mais contribué à la promotion de la paix, de la sécurité, de la justice, de l'égalité, des droits humains, du progrès social et de la prospérité, et à l'édification d'un ordre international fondé sur des règles. Je me rappelle notamment la résolution sur le microcrédit et la constitution d'un groupe des amis du microcrédit à l'Assemblée générale en 1999. C'était une initiative spontanée. Les Nations Unies avaient déclaré 2005 année du microcrédit, ce qui a permis au microcrédit d'avoir une portée plus large dans le monde entier. La résolution de l'Assemblée générale sur la culture de la paix, la résolution 1325 au Conseil de sécurité sur les femmes et la paix et la sécurité sont d'autres exemples importants qu'il convient de mentionner. Monsieur le Président, l'on entend résonner dans cette grande salle des appels à la paix, des appels désespérés à la paix, à la sécurité, à la justice, à l'ouverture et à la répartition équitable de la richesse. Mais nous devons en réalité réfléchir à la meilleure façon de donner aux hommes et aux femmes d'aujourd'hui les moyens d'agir. Réfléchir à la meilleure manière de créer un espace leur permettant de croître,
de devenir les entrepreneurs de demain. Le monde abonde de ressources, de solutions, de capacités. Alors tenons les promesses que nous avons faites à l'échelle nationale et internationale. Travaillons ensemble pour mettre fin à toutes les formes d'inégalité et de discrimination au sein des nations et entre celles-ci, en intégrant, comme je le disais, l'entreprise sociale dans nos interactions économiques. Les jeunes au Bangladesh ont démontré que la liberté, la dignité et les droits pouvaient être l'objet d'une lutte, quel que soit le statut des personnes qui luttent pour ces valeurs et ces objectifs. C'est ce que tout un chacun mérite. Dans cette Assemblée de Nations, le Bangladesh souhaite continuer de jouer son rôle à l'échelle internationale, régionale et nationale, afin que la paix, la prospérité et la justice soient une réalité pour tous. Merci de votre attention. On behalf of the Assembly, I wish to thank the Chief Advisor. Au nom de l'Assemblée générale, je remercie